et bienvenue à cette 9e rencontre organisée dans le cadre de ma candidature à la présidence du CNOSF. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet peut-être un peu différent puisqu'on va rentrer dans le dur, en tout cas dans le fonctionnement du CNOSF. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous entendent souvent cette question, mais finalement, à quoi sert le CNOSF? C'est quoi le CNOSF? Donc aujourd'hui, on va parler de cette institution qui est née en 1972 de l'union du Comité olympique français et du Conseil national des sports sous la houlette du président Collard à l'époque. Et donc aujourd'hui, en 2021, après la crise sanitaire, à 3 ans des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, avec des besoins, des attentes nouveaux de la population, quel état des lieux, comment créer un fonctionnement plus solidaire et surtout moins cloisonné, à la fois en interne et à la fois à l'égard de la société. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Munoz, qui a une double casquette puisqu'elle est à la fois, c'est d'ailleurs son fond d'écran aujourd'hui, vice-présidente de la Fédération sportive culturelle de France. Et d'ailleurs, je me permets de signaler la sortie d'un ouvrage qui s'appelle « L'implication sociale du mouvement sportif associatif, la FSCF entre permanence et mutation ». Et Laurence est par ailleurs maître de conférence à l'Université de la Côte d'Opale en STAPS. Merci. Johan Penel, bonjour Johan, président de la Fédération française de badminton, jeune président à la fois dans le mandat puisque c'est ton premier mandat et jeune président tout court puisqu'il me semble que tu es le plus jeune de tous les présidents et présidentes des fédérations. Tout à fait, Benjamin, et aussi double casquette puisque chargé de recherche à Sorbonne Université. Voilà, on n'a que des doubles casquettes de chercheurs et de présidents. Alors, Christian Bernapel qui a remplacé un peu au pied levé Martine Cano, président de la Fédération de cyclotourisme qui finalement n'a pas pu être présente avec nous. Donc Christian est vice-président de la Fédération des arts énergétiques et martiaux chinois après en avoir été le président. Et peut-être que tout le monde ne connaît pas ta fédération, mais tu auras certainement l'occasion de nous en dire 2 mots. Alors, je vous propose de commencer cette rencontre que vous pouvez commenter sur le chat de Bisport et on essaiera d'interpeller les invités. On va commencer avec Laurence. Laurence, que peux-tu nous dire du rôle du CNOSF, puisqu'il est à la fois le représentant du mouvement sportif en France et le représentant du CIO, du Comité international olympique. Alors voilà, est-ce qu'il y a des tensions liées à cette double mission et voilà, quelle est ton analyse, ton regard de chercheuse peut-être dans un premier temps? Merci Emmanuel pour cette invitation, à cette intéressante série de réflexions que tu mènes avec tes invités tous les lundis, depuis plusieurs semaines maintenant, hein, dans le cadre de ta candidature à la présidence du comité olympique. Ta question me renvoie finalement, m'invite à revenir sur l'histoire du CNOSF. Et tu l'as rappelé en quelques mots. Alors, je me suis appuyée sur la littérature et en particulier sur les travaux de Johan Grosset, pour ne citer que lui. Et c'est très intéressant de se pencher sur l'histoire parce que du coup, l'histoire éclaire le présent. J'allais même dire que, d'une certaine manière, elle l'illumine. Alors voilà, certains connaissent très bien cette histoire, tu l'as rappelé, hein, qui fait naître le CNOSF en 1972, la fusion du Comité olympique français et du Conseil national des sports. Alors, pour revenir un petit peu plus en arrière, le Conseil national des sports est créé donc en 1908, dans un contexte où le paysage sportif est en train de se mettre en place, hein, on part à peu près de rien. Le Conseil national des sports donc, va se constituer comme le syndicat des fédérations, j'emprunte l'expression, et notamment de l'ensemble des fédérations, de toutes les fédérations. Et 3 ans plus tard, se crée donc en son sein le Comité olympique français, qui est l'organisme français reconnu par le CIO, le seul qui peut se prévaloir de représenter l'olympisme en France. Et donc, il va sélectionner les athlètes pour les Jeux olympiques. Alors, même si au départ, ce n'est pas si simple, il y a des petites bagarres entre le COF et le CNS.
Les deux organismes donc, vont cohabiter, hein, vous l'avez compris, le COF à l'intérieur du Conseil national des sports jusqu'en 1952. Au moment où Armand Maillard, qui est président du COF, justifie son indépendance, sa volonté d'indépendance, donc son détachement du Conseil national des sports, pour respecter la règle 25 de la charte olympique, qui énonce que les CNO, les comités nationaux olympiques, je cite, donc, soient indépendants et autonomes et à l'abri de toute influence politique, confessionnelle ou commerciale. Alors, déjà, même si l'ordonnance du 28 août de 1945 souhaitait rendre l'administration du sport français aux organismes privés, donc aux fédérations, hein, on est après Vichy, eh bien, cette ordonnance amène des modifications majeures dans le fonctionnement du sport en France, notamment la notion d'agrément. Les fédérations qui veulent être agréées vont devoir se soumettre à des statuts types, mais aussi avec, par exemple, l'octroi de monopole aux fédérations unisport. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc Maillard reproche clairement au Conseil national des sports d'être soumis au secrétariat d'État. Et vous savez très bien la poussée des prérogatives de l'État pendant les 30 Glorieuses, cet État-providence qui va petit à petit, à mesure que le sport prend une place plus importante dans la société, eh bien, s'investir, légiférer, financer, etc. Alors, entre un CNS qui est soi-disant qui a laissé la main à l'État, et le Comité olympique français, vous l'avez compris, qui va se cantonner à organiser, je reprends les termes de Johan Grosset, l'agence de voyage des Jeux olympiques, à cette époque, la représentation du mouvement sportif français est plutôt faible. Alors, Claude Collard et Alain Danet, deux jeunes présidents, du coup, respectivement issus du judo et du hockey, vont avoir le projet de renforcer ce comité olympique. Alors, sans être trop longue sur les atermoiements qui ont accompagné cette mise en place, les points de crispation entre le CNS et le COF, en fait, se situent sur la place donnée à chacun. Et au cœur de cet échange, la suprématie des fédérations olympiques est centrale dans les discussions. Les fédérations affinitaires, multisports, scolaires, universitaires trouvent qu'elles devraient être mieux considérées et elles ont un petit peu peur à terme que le sport de masse soit négligé. Alors la règle du CIO impose en effet d'office que le pouvoir majoritaire soit réservé aux fédérations olympiques. Du coup, dès sa naissance, le nouvel organisme, CNOSF, qui doit représenter l'ensemble du sport français, souffre de cette tension, celle de vouloir représenter l'ensemble du sport français et en même temps, conformément aux règles du CIO, de donner la majorité aux fédérations olympiques. Alors Emmanuel, on est toujours dans cette disposition, 36 fédérations olympiques sur 107 fédérations, y compris les membres associés, donc un tiers des fédérations. Pour la majorité, ici à 58% des 1000 voix dédiées aux fédérations. Voilà un des points qui... 54%, je crois. Combien ? 54. D'accord. Donc, voilà un des points qui peut nous amener à discuter sur la gouvernance du sport français. Par exemple, bien évidemment, tous les sujets ne relèvent pas spécifiquement du champ des fédérations olympiques. Je pense en particulier à des problématiques sociales dans lesquelles d'ailleurs s'engagent peut-être plus facilement, plus souvent, les fédérations non olympiques, affinitaires, multisports scolaires et universitaires. Donc voilà le point de tension que je voulais vous proposer en appui de l'histoire pour suggérer le débat et pour faire cette entrée en matière, Emmanuel. Merci beaucoup, Laurence. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais la FSCF est une fédération multisport agréée. Et donc, Johan est président d'une fédération olympique. Alors, Johan, donc toi, tu as découvert le fonctionnement du CNOSF, en tout cas de l'intérieur, même si tu avais probablement déjà un point de vue de l'extérieur. Quelle analyse tu en fais et quels sont pour toi les leviers, les opportunités sur lesquelles il faudrait pousser pour un fonctionnement peut-être plus solidaire, si toutefois il fallait un fonctionnement plus solidaire?
Merci Emmanuel pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir voilà, avoir une petite contribution à cette campagne. J'avais beaucoup suivi en 2017 la précédente campagne à la présidence du CNOSF, où il y avait eu un débat d'organiser avec les 3 candidats à l'époque. Et puis j'avais aussi mon premier pas au CNOSF, c'était en 2012 aux Jeux de Londres où j'étais bénévole au Club France et où effectivement j'ai commencé à côtoyer un certain nombre d'acteurs et d'actrices de la maison du sport français et qui effectivement m'a permis d'en découvrir un certain nombre d'aspects cachés du grand public. Donc effectivement, on a été élu le 12 décembre avec une équipe issue du terrain, des présidents de clubs qui souhaitaient justement rapprocher la fédération de ses licenciés, de ses membres qui sont les clubs. Et ce qu'on ne doit jamais oublier, hein, c'est que nos fédérations, qu'elles soient olympiques ou non, leur première mission, c'est évidemment de servir leur club. Donc voilà, élection le 12 décembre 2020 et derrière, eh bien, on rentre dans le tourbillon d'un début de mandat où les sollicitations sont extrêmement nombreuses, les prises de contact pour s'approprier tout l'écosystème du sport français et qui là aussi peut paraître très obscur aux yeux du sportif sur le terrain, mais effectivement, c'est beaucoup d'interlocuteurs et ça, on s'en rend compte très très vite, de comprendre quels sont les liens, les enjeux. Et puis après, effectivement, comme tu le disais, comment on travaille ensemble, puisque la gouvernance, hein, c'est un champ très large. C'est à la fois qui décide, comment on éclaire la décision. Et dans un paysage sportif français qui est aussi divers, et c'est ce qui fait la richesse, hein, du modèle sportif français, c'est cette diversité d'activités physiques et sportives et qui nous permettent effectivement de répondre aux attentes de la population française en termes d'activité. Il y a eu un travail il y a 2 ans qui a été réalisé par le mouvement associatif sur les têtes de réseau associatives, qui était particulièrement éclairant justement puisque autant les fédérations, ses membres sont des clubs, autant le CNOSF, ses membres sont elles-mêmes des fédérations, donc elles-mêmes des têtes de réseau. Et ce que mettait en valeur cette étude donc, du mouvement associatif, c'était les 6 fonctions des têtes de réseau. Vous voyez, l'animation, l'ingénierie, le pilotage de projet, l'accompagnement personnalisé et la fonction d'opérateur. Donc cette étude a le mérite voilà, de poser un petit peu quelles sont les fonctions, les missions, les rôles de ces têtes de réseau que sont le CNOSF à une certaine échelle et puis les fédérations à une autre échelle. Et donc ça nous montre vers quoi on doit tendre, là où on doit s'améliorer à partir d'un diagnostic. Et le CNOSF avait fait partie des associations pilotes qui avaient participé à cette étude et qui posent donc là des bases sur ce qui marche et ce qui marche moins bien à l'époque. Et évidemment, ces diagnostics, ils n'ont de valeur que s'ils sont construits avec l'ensemble des parties prenantes et ensuite partagés. Il y a eu d'autres travaux hein, qui ont été menés dans le monde académique. Il y a eu notamment Michael Terrien sur l'efficience des fédérations olympiques, pour le coup, qui là aussi donne des critères pour s'améliorer, pour voir ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, puisque le monde associatif, c'est à la fois ce qui fait la richesse de la société française, mais aussi on est sur des modèles, et ça a été tout l'enjeu de la réforme de la gouvernance du sport français avec la création de l'Agence nationale du sport en 2019, c'était vraiment de 60 ans. Alors j'en reviens au CNOSF plus particulièrement. Moi, ce qui m'avait inspiré sous le mandat précédent, c'était le projet pour le sport français, donc 2019 à l'Assemblée générale du CNOSF, et était parfaitement identifié dans ce projet. Finalement, la raison d'être du CNOSF, du sport français de manière générale, du mouvement sportif, c'était de servir un projet de société. Et je pense qu'on soit en politique sportive ou en politique générale, ce qui doit nous guider avant tout, c'est le monde dans lequel on a envie de vivre. Et de ça doivent découler
eh bien, toutes les politiques qu'on va mettre en place. Une fois qu'on sait l'horizon vers lequel on veut tendre, évidemment, c'est plus facile de construire le chemin. Par contre, il n'y a pas unicité du chemin. Et je pense que qu'on soit fédération olympique, fédération non olympique unisport, non olympique multisport, évidemment, on doit tendre vers le même horizon. Et c'est là tout le sens, à mes yeux, du CNOSF, c'est d'arriver à nous fédérer autour de ce qui nous rassemble et non de ce qui nous sépare. On a tous évidemment des spécificités historiques. La FSGT a une longue histoire, la FSCF aussi. La fédération de badminton, elle, a une histoire plus récente, puisque sous sa forme actuelle, elle date de 79, même si elle avait existé auparavant sous d'autres formes. Et évidemment, il y a des différences entre nous, mais par contre, on doit partager la même ambition. Et cette ambition, c'est vraiment de servir la société française, de l'aider à construire, et d'autant plus à travers la crise qu'on traverse, c'est d'arriver à la reconstruire, puisque oui, le pays est en ruine. Alors, ce n'est pas une ruine comme on a pu la connaître au sortir des guerres du XXe siècle, hein, mais c'est une ruine sociale dans nos interactions, puisque les premières victimes de cette crise sanitaire, ce sont les interactions sociales. Et puis évidemment, toute la casse sociale qu'il y a derrière. Et là, le sport ne doit pas être à la marge, il ne doit pas être en périphérie de ce cercle qu'est la société française, il doit être au centre du jeu, et il a tous les outils pour. On parle toujours des valeurs du sport, sauf qu'on a beaucoup de mal à les concrétiser, à les objectiver, à les quantifier. Et forcément, c'est comme ça qu'on se retrouve au rang de non essentiel quand il y a des soucis, comme on les connaît actuellement. Et le rôle du CNOSF, c'est vraiment, encore une fois, petit 1, de fédérer, ensuite d'inspirer la société française, d'illustrer les bienfaits du sport dans son ensemble, dans toute sa diversité, à travers son utilité sociale. J'ai la chance d'avoir été intégré tout de suite après mon élection à un groupe de travail au CNOSF sur l'utilité sociale du sport, parce que, à nos yeux, c'est évidemment ce qui doit nous servir de meilleur argument face aux obstacles qu'on peut rencontrer. Donc voilà, inspirer, illustrer et puis peser politiquement. Oui, le sport est un objet politique comme tous les champs de la société, et il faut qu'on soit en capacité de mettre en avant nos plus-values, nos avantages, mais aussi faire notre autocritique. Et je pense que, voilà, on est en politique, et je pense que l'autocritique fait partie d'une démarche constructive pour l'avenir. Laurence disait que le passé et l'histoire éclairent le présent. Ben voilà, je pense que comme dans toute campagne, il faut qu'on tire les leçons collectivement, parce qu'encore une fois, le CNOSF, c'est quelque chose de collectif. On tire les enseignements du passé pour construire sur cette Olympiade cruciale et déterminante qui va nous emmener jusqu'aux Jeux de 2024. Et on aurait tort de croire que ces Jeux ne sont que l'intérêt des fédérations olympiques et paralympiques, comme la FFBAD. Bien au contraire, c'est un enjeu pour le mouvement sportif français. Et j'espère et je souhaite que cette campagne électorale qui est en cours et qui s'achèvera le 29 juin, eh ben, elle aussi laisse un héritage au mouvement sportif, et que ce débat démocratique qui doit avoir lieu sous toutes ses formes, et on voit bien que en 4 ans, les formes se sont diversifiées, multipliées, et c'est tant mieux, pour arriver à intéresser les sportifs. Parce que les sportifs aujourd'hui, déjà les intéresser à la vie fédérale, leur partager ce qu'est une fédération, c'est un obstacle majeur dans cet esprit d'appartenance. Mais alors les intéresser à la vie du CNOSF, c'est évidemment encore une difficulté supplémentaire. Et j'espère que, à travers tous ces débats, toutes ces initiatives que portent les candidats, eh bien, ça va intéresser plus largement les sportifs, parce que le CNOSF reste le porte-parole de notre communauté. Évidemment, on est là tous pour y contribuer. Merci beaucoup, Johan. Alors, tu as aussi été à l'initiative avec 7 puis 8 autres présidents de fédération à une lettre ouverte aux candidats et candidates à la présidence du CNOSF. Et il y a une des questions qui était comment acculturer le monde politique au
aux réalités que vivent les fédérations, avec des exemples concrets sur le certificat médical notamment. Et justement, moi je pense que l'enjeu aussi pour le CNOSF, c'est justement d'investir la place publique et d'investir le débat public. Et si on veut investir le débat public, c'est pas seulement avec des relations avec les parlementaires ou avec l'Élysée ou avec Matignon, même si elles sont essentielles, c'est d'abord de garantir une réappropriation citoyenne des enjeux liés au sport. Et nos fédérations, qu'elles soient olympiques, qu'elles ne soient pas olympiques, je vais essayer de bannir le mot non olympique de mon vocabulaire, eh bien, elles sont d'abord issues de la loi 1901. Et même si on s'inscrit dans une association pour faire du sport, ben, notre valeur ajoutée par rapport aux salles sportives, c'est qu'il y a le prisme du lien social, de l'éducation, de l'adhésion à un projet. Et ça me paraît en effet très, très important à mettre en avant. Alors, Christian, je vais me permettre de lire une phrase que Martine Cano m'a envoyée pour voir si tu peux toi aussi te projeter sur ce qu'elle dit et ton analyse. Donc, elle dit cette dualité, donc d'être une fédération sportive qui n'est pas compétitive, puisque le cyclotourisme n'est pas compétitif. Elle dit cette dualité est à la fois une richesse et une faiblesse. Non compétiteurs, nous ne sommes pas pourvoyeurs de médailles et à ce titre, pas toujours considérés au fil des années. Les mentalités ont évolué, les effectifs et les pratiques aussi. Les liens et échanges au sein du mouvement du sport sont aujourd'hui plus fréquents. Néanmoins, nous nous sentons parfois écartelés. Pour les uns, seuls compte le haut niveau et pour les autres, il ne faudrait pas se pourvoyer avec ce haut niveau et rester dans notre bulle. Alors toi, Christian, il n'y a pas de haut niveau non plus, enfin, je ne crois pas, ou alors tu vas dire le contraire dans les arts énergétiques et martiaux chinois. Quelle analyse tu fais, toi, aujourd'hui, du fonctionnement du CNOSF et finalement, vers quoi il faudrait aujourd'hui tendre? Alors, tout d'abord, je dirais, j'apporterai quelques mots sur notre histoire de la fédération, parce que nous avons eu du haut niveau à la fédération. Nous sommes agréés depuis 1998, je crois, et nous avons été délégataires de 2014 à 2018, pardon, de 2009 à 2014. Donc, nous avons vécu les deux aspects. Cette confrontation avec le sport de haut niveau, finalement, a mené à un éclatement au niveau fédéral, puisque le haut niveau est reparti vers une autre fédération, parce qu'il ne correspondait pas aux valeurs de la fédération. Et voilà, donc nous avons vécu ces deux aspects un peu douloureusement, je dirais, au sein de notre fédération. Ceci étant, pour prendre un petit peu de recul par rapport aux choses, donc je rejoins totalement les exposés qui ont été faits par mes confrères précédemment sur l'histoire. Et je crois que cette dichotomie est d'abord structurelle, effectivement. Et là, je rejoins l'analyse de Laurence sur le fait que en fait, les fédérations olympiques, entre guillemets, sont majoritaires au niveau de la conduite de la gouvernance du CNOSF, c'est un point, mais ceci a une influence directe en fait sur les notions de fédération délégataire et de fédération agréée, qui en fait apporte un ascendant des fédérations délégataires sur les fédérations agréées, alors que ça devrait être l'inverse. La fédération délégataire, finalement, c'est une spécialité spécifique, c'est un accomplissement spécifique dans les domaines du sport de compétition. Donc, nous, dans nos disciplines, qui sont des disciplines qui s'appellent le Tai Chi Chuan, le Qigong, le Kung Fu, ce sont à la fois des disciplines qui ont trait à la santé, au bien-être, à la place en fait que nous avons dans la société, mais aussi il y a des développements qui peuvent être compétitifs, puisque à travers le Kung-Fu, il y a la possibilité de confrontation et de se mesurer à d'autres personnes. Donc nous avons une cohabitation de ces deux aspects naturels en fait au sein de notre fédération, et nous sommes amenés à les conduire. Le fait que, comment dirais-je,
lorsque nous avons eu les difficultés à la fédération sur cette notion de développement du sport de haut niveau qui prenait le pas en fait sur les disciplines classiques et puis les développements au service de la santé, je me suis penché sur, je dirais, sur les statuts des différentes fédérations. Et j'ai constaté que les fédérations qui étaient délégataires avaient des statuts particuliers qui construisaient finalement toute la vie fédérale au service pour la mener quelque part vers le haut niveau. Ce qui n'était pas notre cas et ce qui a fait que nous avons rencontré ces difficultés internes puisque le haut niveau a essayé, a tenté de prendre le pouvoir financier et structurel de la fédération. Donc, nous avons été confrontés à cette dichotomie qui existe finalement dans la structure du Comité national olympique, qui existe aussi dans le Code du sport, puisque le Code du sport définit clairement ses frontières entre une fédération délégataire et une fédération agréée. Ces deux aspects, je dirais, qui se combinent, font que eh bien, il y a des affrontements qui se créent entre fédérations, ce qui est absurde. Ce que vient de dire Johan, évidemment, le sport et l'activité physique et sportive en France, elle doit être au service de la société, elle devrait rassembler. Et il se trouve que dans nos structures, et particulièrement celle du CNSF, eh bien, elle nous sépare quelque part. On l'a vu pendant ces travaux qui ont été conduits les 4 dernières années sur la réflexion du monde sportif, d'une part, et puis également sur la création de cette nouvelle organisation du sport, dans lesquelles nous sommes impliqués d'une façon importante. Et au bout du compte, la loi du sport qu'on nous présente, eh bien, elle tient très peu compte de propositions qui ont été faites, particulièrement sur les champs d'application, de la délégation et de l'agrément, entre autres, et puis également sur d'autres aspects qui sont la gestion des diplômes, par exemple, ou de la qualité en fait, de la santé. En fait. Et ces aspects ont brouillé les pistes et beaucoup de propositions qui ont été étudiées et faites dans le cadre de ces réflexions qui ont été menées dans les groupes de travail n'ont pas abouti. Voilà ce que je dirais. Merci beaucoup, Christian. Alors, vous avez tous les deux, Johan et Christian, évoqué la question de processus, aussi Christian, la question des statuts. Johan, tu as fait référence à un travail du mouvement associatif. Alors, c'est le mouvement associatif en tant qu'entité associative, en effet, à laquelle le CNOSF a contribué. Moi, ce que je voudrais souligner, et je passerai ensuite la parole à Laurence, c'est que ce qui compte, c'est pas tant d'avoir un résultat. En tout cas, ce qui compte, c'est le processus qui va mener à faire certaines préconisations. Et donc, moi, ce que j'aimerais vraiment développer, en tout cas vous questionner sur cette question, c'est comment peut-on garantir qu'il y ait un fonctionnement, une organisation démocratique qui, tout au long de l'année, finalement, permet de construire des décisions qui seront prises en congrès, en assemblée générale et qui prennent en compte l'ensemble du mouvement sportif. Une assemblée générale n'est qu'un moment qui formalise une décision. Ce n'est pas un moment où se tient la délibération. Et la délibération, elle doit avoir lieu tout au long d'un mandat, tout au long d'une année, avec les acteurs qui fondent le mouvement sportif. Alors, je ne sais pas, Laurence, est-ce que tu aurais des propositions, des remarques à faire sur l'élaboration de la prise de décision au CNOSF et sur ce qu'il faudrait faire évoluer ou non d'ailleurs? Merci Emmanuel. Merci Christian, Johan pour les analyses. Je vais m'y raccrocher. Je pense qu'il y a quelque chose d'important qui a été énoncé, c'est le respect, je dirais, du pluralisme et de la diversité des acteurs qui participent à diffuser, j'allais dire, dans la société civile, toute la pratique sportive. Et plus on est nombreux, j'allais dire, et aussi de nature différente, plus la diffusion, le déploiement de l'activité physique et sportive pour tous est garanti. Donc c'est vraiment un credo, un leitmotiv pour moi au sein du CNOSF, c'est d'espérer que effectivement la pluralité
des différentes institutions soit possible. Ça, c'est une chose. Le deuxième élément sur lequel je voulais rebondir, c'est le sport finalement garant d'une certaine utilité sociale et d'un sport moyen, d'un sport au service de la société civile. Je pense que cette grande diversité des fédérations permet aussi, j'allais dire, d'attaquer de front par plusieurs problématiques tout ce que le sport peut apporter dans la société. Et, et c'est pas très simple. Parler d'éléments objectivables. Comment peut-on mesurer l'utilité sociale du sport? Donc certains s'y attellent en ce moment même pour essayer de trouver des éléments d'appréciation qualitatifs et quantitatifs. Et ce n'est pas si simple. Alors, dans une fédération affinitaire comme la Fédération sportive et culturelle de France, on est attaché, dans les termes, on va dire, à l'épanouissement de la personne. Eh bien, mesurer l'épanouissement des personnes, le fait de construire des gens bien debout, bien dans leur tête, au service de la société civile, c'est pas si simple de l'objectiver et du coup de le mettre en valeur. Alors que c'est vrai qu'on objective beaucoup plus facilement un résultat. Tout ce qui est au service de la société civile et qui est un petit peu diffus, finalement, s'objective mal. Et c'est un vrai, comment dire? Une avancée, très significative si on parvenait à montrer, tous les bienfaits, du sport. La crise sanitaire, finalement, l'a montré, un petit peu, à nos dépens, combien la vie associative, était, essentielle, à la cohésion sociale et à l'équilibre des personnes, hein. Malheureusement avec tout ce qu'on voit de développement là, de prise en charge psychologique pour un certain nombre de personnes et je pense que la vie associative a beaucoup manqué. Alors pour revenir un petit peu plus à la question, Emmanuel, c'est vrai qu'on se dit, voilà, il y a des sujets qui touchent toutes les fédérations. Alors, si j'ai commencé par l'histoire et par, provoquer un petit peu ce point de tension, hein, c'est justement pour voir combien cette structuration du comité olympique, rend les choses complexes à l'organisme lui-même, qui est pris entre 2 feux. De vouloir représenter l'ensemble du mouvement sportif et de fonctionner avec une règle de droit privé du CIO, c'est compliqué. Hein, on ne peut pas faire les 2 en réalité. Enfin, je veux dire, il y a sûrement un entre-deux à trouver parce que, autant dans son assemblée générale, par exemple, le comité olympique ne peut pas modifier les règles puisqu'il est comité olympique et c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais à la fois, en voulant représenter, l'ensemble des fédérations, l'ensemble du mouvement sportif, on ne peut pas garantir cette égalité dans le vote, bon. Alors, cela dit, il y a sûrement, quelque chose à trouver qui serait médian, pour lequel, les sujets qui concernent l'ensemble, de la société civile et encore une fois pour lesquels souvent les fédérations affinitaires, je m'en fais un petit peu le rapporteur ici, mais s'investissent énormément, hein, en font un objet, j'allais dire, originel, hein, de leur mission. Ça ne veut pas dire que les autres ne le font pas, mais en tout cas, je sais que les fédérations affinitaires, y portent une attention, soutenue et depuis leur création, souvent. Et donc ces questions transversales, pourraient, être, prises en compte, en tout cas les décisions, pourraient permettre, la prise en compte, des voix, à égalité et pas à majorité. Voilà. Merci Laurence. Alors, je pense qu'une transition est toute faite avec Johan. En effet, dans le projet que j'ai envoyé, je fais référence à ces modalités qui permettraient d'avoir une forme d'expression, pour ne pas utiliser finalement le terme représentation, d'une expression plus juste de la diversité des fédérations pour toutes les questions d'intérêt général, pour cette ressource commune que sont les activités physiques et sportives, et donc dépasser pour la tenue des congrès, par exemple, dépasser la charte olympique qui impose la majorité absolue des fédérations olympiques. Alors, est-ce que c'est une proposition qui peut être entendable pour un président de fédération olympique ou sinon quelle objection y faire, Johan? Est-ce que selon toi ça irait dans le bon sens? Voilà. Alors, c'est évidemment une question qui cristallise beaucoup
beaucoup d'attentes, mais je pense qu'il faut aussi être en capacité de la dépasser. Effectivement, ça a été dit par Laurence et Christian, hein, la spécificité du modèle sportif français, c'est d'avoir ces deux aspects, le haut du olympique et le S du sportif, la partie haut niveau, la partie sport pour tous, et globalement derrière, la performance sportive et la performance sociale. Et ça, évidemment, cette articulation-là, ces deux jambes-là, c'est ce qui nous caractérise toutes et tous en tant que fédération. Et contrairement à une image qui, là aussi, j'entends la souffrance des fédérations multisports et affinitaires qui se retrouvent en minorité d'un point de vue chiffré. Et de l'autre côté, nous, on souffre de l'image de la compétition, c'est dans les fédérations olympiques, et puis la convivialité et le bon esprit, c'est dans les fédés affinitaires. À la fédération de badminton, nous, on a 1/3 de gens qui pratiquent la compétition et 2/3 de badistes qui n'en ont jamais fait une de leur vie. Et donc, ces gens-là, évidemment, nous, notre rôle, c'est de s'intéresser à tout le monde et de construire notre politique fédérale avec nos deux jambes autour de la pratique en tant que telle du badminton, taper dans un volant d'un côté, et puis les bienfaits que taper dans un volant ou faire partie d'une association peut procurer. Et donc cette dualité-là, c'est ce qui nous rassemble. Donc il faut qu'on continue de se construire autour de ça avec une partie performance sportive qui est plus spécifique à chaque fédération et une partie performance sociale qui doit être notre ADN en commun de toute façon. Quelque chose qui évidemment est choquant, c'est que le mouvement sportif, dans les chiffres, c'est la première communauté de France. On parle toujours en gros entre 15 et 20 millions de licenciés et puis globalement le double de sportifs au total en incluant les non licenciés. Donc on voit bien qu'on partage une passion en commun et pour autant quand il s'agit de se mobiliser pour le sport, on n'y arrive pas. On l'a vu sur la pétition il y a 2 ans pour défendre le modèle sportif français. On le voit au fur et à mesure des pétitions, des appels à dons, etc. Le sport n'apparaît pas comme une cause suffisamment noble pour fédérer tous ceux qui le pratiquent de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est quelque chose de très choquant, parce que ces millions de sportifs français ne se reconnaissent pas entre eux. Et donc, si on arrivait, à travers le CNOSF et le CPSF, qu'on n'oublie pas bien évidemment, d'arriver à montrer que la performance sociale, c'est ce qui nous relie, c'est une cause structurante pour la société qui doit nous fédérer, eh bien, si le CNO, en particulier à l'aide de l'héritage des Jeux de 2024, arrive à faire cette révolution culturelle-là, on aura gagné ensemble. Sinon, on aura tous échoué individuellement dans cette démarche. Si on s'inspire un petit peu, si on regarde la société française aujourd'hui, ce que je dis toujours, c'est qu'elle est écartelée aujourd'hui entre une société d'hyperconsommation, et on l'a vu avec la question des licences face à la crise, je paye, donc j'exige, et si je n'ai pas pratiqué, je veux être remboursé, au-delà de tout esprit associatif et collectif. Et d'un autre côté, c'est la quête de sens que les nouvelles générations peuvent porter autour d'un certain nombre de grands enjeux écologiques ou sociaux. Et donc là, on est vraiment dans à quoi sert le sport et comment est-ce que le sport va m'aider dans ma vie de tous les jours. Et là-dessus, la réponse ne peut être que collective. Et il faut que le CNOSF il soit le reflet de cette société-là, qui finalement, pour une partie, a envie de s'engager. C'est la Convention citoyenne sur le climat. Ce sont ces mouvements-là où on va mobiliser la richesse de notre communauté. Aujourd'hui, ces 15 millions de sportifs, on les place dans un rôle de consommateur, puisque finalement, on ne leur demande jamais leur avis, sauf quand l'incendie est en train de menacer la maison. Et donc, tous les enjeux de démocratie participative, alors évidemment, elle est plus facile dans une fédération qui est en contact direct avec ses licenciés que le CNOSF qui est un étage au-dessus. Mais de la même manière, dans les sociétés civiles d'intérêt collectif, dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC, on est sur le principe
une personne égale une voix. Parce que on a tous notre richesse personnelle et on est tous en capacité de contribuer. Donc si c'est le modèle de société qui nous paraît le plus juste, au sens que, eh bien voilà, il y a le haut, eh bien le haut ça doit être 50% et le S ça doit être 50% parce que ce sont les deux objectifs qu'on nourrit. Et ça paraît un équilibre qui est en lien avec la raison d'être du CNOSF. Pour autant, j'entends bien que le O, c'est 36, et le S, bah, c'est les 71, je crois, qui restent. Donc, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut rester un équilibre entre le O et le S, ou dire, voilà, en tant qu'entité, on est tous à même de contribuer à cet aspect de performance sociale et de défense des bienfaits du sport de manière générale. Donc j'entends bien que je botte en touche complètement, mais c'est important d'avoir ces deux questions-là en tête parce que tout part de la question du modèle de société dans lequel on veut vivre. Ah, tu n'as pas du tout botté en touche, je ne crois pas. Et d'ailleurs, je rebondis sur le début de ton intervention qui faisait écho à la remarque de Laurent sur l'image que peuvent avoir les fédérations olympiques d'un côté et les fédérations multisports de l'autre, peut-être moins les fédérations unisports qui ne sont pas olympiques. Mais de la même manière, je pense que et la FSCF, et l'UFOLEP et la FSGT, parfois aimeraient bien aussi qu'on les reconnaisse pour leur dimension compétitive parce qu'elles ne sont pas juste des fédérations qui vont faire des animations de quartier le samedi entre 14h et 16h, mais qu'en effet, il y a un projet global au même titre que les fédérations olympiques ont également un projet global. Et je pense que c'est vraiment ça, reconnaître la dimension culturelle du sport. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, mais la dimension culturelle du sport, ça veut bien dire que le sport, il est l'émanation de créations populaire, de création intergénérationnelle c'est pour ça que je faisais référence à la production de la FSCF aussi au début, qui épouse aussi les mouvements sociaux, sociétaux, culturels. Et c'est ça qui est extrêmement important à faire vivre. Et parfois même un adhérent qui va être, qui fait du badminton à l'UFOLEP, pour ne pas parler de la FSGT, et qui va faire du badminton à la Fédération française de badminton, parfois il ne va même pas savoir qu'il est dans telle ou telle fédération. Et ce qui, en revanche, l'endroit dans lequel il va pratiquer, ce n'est pas complètement par hasard non plus qu'il va être dans tel club et que tel club va être plutôt affilié à l'UFOLEP. Je nuancerai quand même, je ne suis pas sûr que tous les licenciés de tous les clubs connaissent l'histoire à la fois de leur propre association et de la fédération à laquelle le club est affilié, ce qui est dommage parce que cette culture-là, enfin cette absence de culture-là, nuit à l'esprit d'appartenance et on a tous une riche histoire, mais ce qui est sûr, et je vais vite passer la parole à Christian parce que sinon il va dire que je suis très bavard, c'est de dire que oui, le badminton fait partie des sports les plus éclatés dans les différentes fédérations. Il y en a un peu partout et on a même découvert qu'il y en avait dans d'autres fédérations olympiques qui avaient une section badminton et nous, notre souhait, ça fait partie des choses qu'on a portées dans notre candidature, c'est d'arriver à dire le badminton, c'est un bien commun, la fédération de bad est moteur, mais on a vocation, dans les 2 mois qui viennent, de mettre autour de la table toutes les fédérations qui proposent l'activité badminton pour qu'on ait une ambition commune pour notre sport. Au-delà de tous les clivages, on a tous à gagner à ce que le badminton prenne toute sa place. Alors là, vous allez dire, je prône pour ma discipline, alors qu'on parle de la maison collective qu'est le CNOSF, mais je pense que ces démarches-là transversales, interfédérales, c'est aussi l'avenir du sport français. Et un badminton qui se développe aussi dans les salles privées avec une marchandisation qui est importante, avec du matériel qui s'achète à faible coût facilement dans toutes les grandes
entreprises qui vendent du matériel sportif. Donc, il y a une communauté évidemment extrêmement importante. Et juste avant de donner la parole à Christian et peut-être en transition, justement, il y a une méconnaissance très importante de ce que sont les fédérations et de leur histoire et de leur dynamique actuelle. J'ai rencontré pendant cette campagne beaucoup de fédérations unisport qu'on pourrait classer dans petites fédérations parce qu'elles ont un nombre réduit d'adhérents, mais qui ont une histoire, par exemple, liée au congé payé en 1936, extrêmement importante du point de vue et intéressante du point de vue de la démocratisation de l'accès aux APS, avec dans les années 70-80 un développement à la formation, etc. Et tout ça, c'est absolument inconnu et du grand public et inconnu des gens entre nous. Et je pense que si on se connaissait mieux, probablement qu'on arriverait aussi à mieux travailler ensemble et à répondre à cet intérêt général et à ce bien commun que sont les activités physiques, sportives et associatives. Alors Christian, tu as été très patient parce que Laurence aussi, elle peut être bavarde. Quel levier pour toi existe ou serait intéressant à mettre en place pour favoriser justement cette transversalité et cette reconnaissance mutuelle au sein du CNOSF? Alors, les leviers, ils ont été évoqués et je rebondis sur ce que vient de dire Johan et j'applaudis. Pour une fédération qui est délégataire, que cette ouverture soit mise en place, ça me semble naturel. Et c'est une mission de service public en quelque sorte, c'est-à-dire trouver, plus que cela, c'est une mission de service public, de partager en fait la discipline qui est portée par une fédération vers les autres fédérations qui, elles, sont agréées, donc font partie aussi du service public, et que ce partage soit fait d'une façon dynamique et non pas sous forme de fermeture. Et alors ça rejoint, je dirais, le premier verrou qu'on a évoqué, c'était effectivement le partage, le non-partage entre l'olympisme et le non-olympisme au sein du CNSF. Mais je dirais qu'il y a un deuxième verrou là, qui est extrêmement important, qui ne dépend pas du CNSF, qui dépend plutôt de la loi du sport. C'est cette dichotomie entre une fédération délégataire et une fédération agréée, qui fait que ces deux aspects qui se combinent donnent un mélange, donnent un contexte qui ne permet pas justement cette fluidité de contact et ce travail collectif. Et ce deuxième facteur, pour moi, il est absolument important que en fait, la constitution du sport, la construction du sport en France change de paradigme par rapport à cette notion, à cette frontière entre une fédération agréée, toutes les fédérations sont agréées, même les olympiques, et puis les fédérations et la délégation, la notion de délégation qui est simplement une spécialisation, une spécialité particulière, mais qui a une influence extrêmement importante dans les relations entre les fédérations et aussi dans le fonctionnement de la fédération. Ce que j'évoquais au départ, c'est que les statuts fédéraux sont très différents en fonction d'une fédération qui est olympique et délégataire par rapport à une fédération ouverte, affinitaire ou qui est au service de la société. Donc, j'en reviens finalement à une caricature, le haut niveau dont on parle, il est aussi social, il est aussi pour la santé. Pourquoi n'y aurait-il pas du haut niveau pour le social et la santé? C'était d'ailleurs l'une des propositions qui avait été faite dans les réflexions au service pour faire évoluer la loi du sport. Ça n'a pas été retenu, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très très dommage parce que ça maintient finalement les frontières, l'opacité des frontières entre la délégation et l'agrément. Et j'ai été naviguer là ce matin justement sur les textes en fait du sport, et il y a des ambiguïtés extrêmement fortes entre ces deux notions et sur les prérogatives respectives. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que finalement la notion de service public n'est pas évoquée dans la loi du sport. Dans une certaine mesure, dans la délégation, par exemple, la spécificité de la délégation. Et je pense que ce serait important et essentiel dans la mesure où nos fédérations, qui sont toutes agréées, ont une mission première de service public. Voilà.
d'évolution, elle est conjointe. Il faut qu'elle soit et dans la gouvernance du CNSF et dans la loi du sport. Malheureusement, je crains que les options qui ont été prises là récemment et qu'on a pu voir dans les textes de loi qui sont proposés ne tiennent pas compte de cela. Alors, c'est peut-être pour le prochain tour. Ouais, et les puristes d'ailleurs, et j'en fais partie, essayent de justement pas parler de haut niveau, mais de parler de haute performance, parce que le haut niveau, ça fait aussi référence à la capacité à chacun à pratiquer le meilleur niveau et le plus haut niveau de pratique. Et normalement, donc, on parlerait plutôt de haute performance. Mais par contre, ce qui me paraît important à soulever, c'est que la santé d'un pays, sportive d'un pays, très souvent, elle est évaluée en effet au seul nombre de médailles. Donc tout le travail autour de l'impact, moi j'aime pas trop le terme utilité parce que justement ça peut renvoyer le sport vers ses seules finalités utilitaristes. Mais en tout cas, l'impact social, sociétal du sport, en effet, doit continuer à être développé et valorisé. Et alors, parce qu'il y a, je pense, peut-être des personnes qui nous écoutent, il y a entre 100 et 200 personnes en moyenne qui nous suivent. Une fédération délégataire, dans la loi, le code du sport, elle a la délégation de délivrer les titres de champion, championne de France et donc d'en faire les sélections et d'édicter les règles de sécurité. Et si je peux me permettre, Johan, et d'ailleurs, en rencontrant pas mal de fédérations délégataires, je me suis rendu compte qu'il y avait même des conflits entre les fédérations délégataires parce que certaines développent des activités sans pour autant en avoir la délégation. Et donc, finalement, autour de cette question de la délégation, il y a quelque chose de très clivant et surtout de très, je n'arrive pas à trouver le terme, en tout cas, qui finalement pourrait pousser à dire qu'une activité serait la possession, la propriété d'une fédération qui en aurait la délégation. Or, la délégation, elle n'a pas été créée pour ça. Et moi, ce que je ressens vis-à-vis notamment des fédérations multisports, ce serait un peu cette idée que s'il y avait un chef de file autour d'une activité, eh bien, ça renforcerait peut-être la délégation et ça empêcherait les fédérations qui n'ont pas la délégation de telle ou telle activité à continuer à la développer, à continuer à faire de la formation. Et finalement, ce qui a permis à nombre de fédérations d'innover dans l'histoire, c'est justement le fait de ne pas avoir de cadre et notamment le cadre des fédérations internationales et donc de pouvoir en sortir et innover, avoir des contenus peut-être transgressifs et qui permettent du coup de contribuer à la culture sportive dans sa globalité. Alors, il nous reste peu de temps derrière nous. Laurence, je te redonne la parole. Je pense que tu as des choses à dire sur cette question de peut-être propriété, délégation. Merci, oui. J'ai bien entendu et je partage le discours. Alors, c'est une question récurrente chez moi, c'est à qui appartient le sport, hein. Si j'avais le temps de faire une habilitation, j'aimerais bien répondre à cette question. Et la question de la délégation, elle a été inscrite en 1945 autour de ce que tu as rappelé comme prérogative, hein, autour de la sélection des athlètes, etc. Et donc, cette délégation, elle a vécu, elle a continué de vivre, elle a été confirmée, confortée par les lois successives, alors que le sport se transforme. Et la législation en matière de sport, elle repose sur la notion de discipline et d'unisport. Or, l'unisport n'est plus tellement en fait, le terme législatif reste, alors que les pratiques se transforment. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage que, en fait, la délégation reste, mais elle ne s'applique plus à la même, au même fait social. Le sport se transforme, il évolue sans cesse. C'est comme si on avait figé, la notion, d'un sport pour toujours et l'ensemble des fédérations unisport se retrouvent devant une diversité de pratiques, et aussi une diversité de finalités. Alors dans les années 60-80, les fédérations olympiques avaient des objectifs de compétition, très affûtés, très saillants dans leur finalité et donc c'était peut-être plus clair, mais dès lors que le CNDS, je prends cet exemple, a sollicité, je dirais l'adhésion des fédérations autour de projets, plus, de
problématiques sociétales, eh bien, les fédérations, j'allais dire olympiques, ou les fédérations, en tout cas unisport, se sont mis davantage à faire, à avoir des projets de nature sociale. Et donc, les fédérations affinitaires et multisports se sont retrouvées à plus les faire forcément seules, en tout cas davantage que les autres. Donc moi, j'ai bien entendu que le sport était un bien commun. Je trouvais que c'était un discours absolument détonnant, dans le bon sens du terme, et qu'on avait tous intérêt à ce qu'il se développe le plus largement possible. Et pour finir, pour rappeler et répéter que le sport est un espace de sociabilité qui est habité par différentes natures de personnes. Je pense à l'article de Charles Suot, la diffusion du tennis, du squash et du golf dans l'agglomération nantaise, et il montre combien des mêmes activités peuvent être proposées par des associations différentes. Et du coup, comment dire, elle révèle bien que ce sont des espaces de sociabilité avant de venir faire la pratique exclusivement, la pratique dans un club. Voilà. Je ne vais pas être plus longue parce que je crois que tu vas avoir besoin de minutes. Ouais, je vais redonner la parole à Johan et à Christian très rapidement, mais il y a une question de Thierry Bouet qui dit: que pensez-vous de la PPL sport et société? Donc il faudrait du temps pour y répondre, mais globalement, moi je pense qu'elle est très significative justement d'une forme à la base d'une volonté du mouvement sportif portée très fortement par le CNOSF d'une responsabilisation qui s'est traduite par une forme de désengagement de l'État, parce que finalement, cette PPL qu'on attend depuis longtemps, qui s'appelle Démocratiser le sport en France, n'engage en rien la question d'un service public, et Christian l'a dit tout à l'heure, c'est pourtant l'objet du titre 1 sur le sport pour tous et du titre 3 sur le financement, mais il n'y a aucune garantie sur le financement, rien sur le service public, rien sur la reconnaissance du bénévolat, et tout est mis sur l'axe 2, qui concerne la gouvernance des fédérations, qui est évidemment un enjeu extrêmement important, mais qui ne peut pas être déconnecté de la démocratisation du sport pour tous. Donc pour moi, cette PPL, elle est à revoir complètement et va nécessiter, si toutefois elle va au bout, parce que ce n'est pas encore le cas, une nouvelle loi véritablement pour démocratiser le sport en France. Johan, un mot de la fin, puisque ça passe très vite. C'est ça, et du coup, j'aurais de quoi rebondir sur ce que tu viens de dire, sur effectivement à quel problème de société cette loi répond-elle. Je ne suis pas convaincu d'avoir compris la réponse. Donc effectivement, encore une fois, pour terminer, on a la chance d'avoir cet organisme qu'est le CNOSF, qui doit être notre défenseur, mais aussi un moteur. Alors je pourrais rebondir sur les fédérations olympiques, unisport, je ne vais pas le faire parce que sinon on pourrait y passer encore beaucoup de temps, mais on voit bien que c'est des outils. Il ne faut pas oublier que ce ne sont que des outils, même si c'est très politique et encore peut-être pas assez. Et comme je l'ai dit, l'enjeu, et vous l'avez tous rappelé, c'est de faire communauté pour ensuite faire société. Et, et clairement, on est à une période charnière de l'histoire du sport. Soit on réussit l'Olympiade qui vient, soit les lendemains vont déchanter, et je souhaite bon courage à la personne qui occupera le siège de président ou de présidente du CNOSF sur les 4 années. Mais je ne vais pas dire que c'est le mandat de la dernière chance, parce que ça serait mettre une pression excessive, mais je pense que la société change à une telle vitesse aujourd'hui que si le mouvement associatif et le mouvement sportif ne sont pas en capacité de se remettre en cause et d'évoluer, rien n'est gravé dans le marbre. J'entends qu'aujourd'hui, je suis héritier d'une histoire à la Fédération française de badminton, mais que rien n'est gravé dans le marbre, et que l'histoire, on continue de l'écrire à chaque décision, à chaque orientation, et je suis persuadé qu'on a entre nos mains quelque chose d'extraordinaire qui est le sport, et il ne tient qu'à nous d'en faire quelque chose d'encore plus beau. Je
suis candidate, c'est justement parce que je considère qu'on est vraiment à un moment charnière, qui plus est avec les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, et qu'en effet, on peut axer la vision du sport d'un sens ou de l'autre, et je ne suis pas persuadée que justement l'abandon de cette vision culturelle du sport soit une perspective réjouissante qui permette en effet des lendemains qui chantent. Christian, un mot de la fin? Enfin, je Très bien. conclurai Alors, pour ma part, je suis optimiste et le discours et enfin, le travail que tu développes, j'y souscris totalement. Et voilà, j'ai bon espoir pour l'avenir et je te souhaite réussite pour cette prochaine mandature au CNSF. Merci beaucoup, Christian. Alors, il y avait aussi une question d'Anthony qui faisait référence à une coprésidence, une présidente tournante du CNOSF. Alors, c'est une proposition que je fais, non pas parce que j'estime qu'il y a une très bonne expérience dans le domaine dans ma fédération. Je rappelle que Paris 2024 a été coprésidé aussi par Bernard Lapassé et par Tony Estanguet, que maintenant on a des co-porte-drapeaux aussi aux Jeux Olympiques. En tout cas, oui, moi je pense que ça pourrait être une perspective intéressante aussi pour repenser les équilibres auxquels notamment Johan faisait tout à l'heure, et aussi avec un homme, une femme, parce que je n'ai pas relevé dans le courrier de Martine Cano, c'est écrit, il y a aussi un enjeu évidemment très important aussi sur la féminisation des instances dirigeantes du sport. Il est 14h01, donc on va s'arrêter là-dessus aujourd'hui. Donc il nous reste une rencontre encore dans le cadre de cette candidature que j'organiserai lundi prochain, qui portera sur l'héritage de Paris 2024. Donc ce sera, je l'espère, la plus belle des conclusions, avec beaucoup d'optimisme, pour reprendre les mots de Christian, mais aussi de la lucidité, parce qu'on en a besoin. Cette rencontre va être disponible en replay, et puis je vous invite à aller voir tous les replays sur le site internet www.noulesport2021.org. Merci à Laurence, à Johan et à Christian, et très bonne journée. Merci.